Bonjour à tous, je me présente deux mots, je suis Chérif Ramoul, avocat au barreau de Paris avec une activité centrée sur le droit du travail. Et comme ça, très bien. Et aujourd'hui nous allons voir la réforme des institutions représentatives du personnel depuis la loi Rebsamen, la loi dite du dialogue social et de l'emploi du 17 août 2015. Plus précisément, nous allons voir ensemble la délégation unique du personnel qui a été élargie avec l'intégration du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, la création de l'instance commune dans les entreprises de plus de 300 salariés qui va regrouper le CE, les DP et le CHSCT lorsqu'il y a un accord collectif majoritaire dans l'entreprise. Nous allons voir l'aménagement du fonctionnement du comité d'entreprise, l'aménagement du fonctionnement du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, l'articulation du comité central d'entreprise et comité d'établissement pour les consultations, et enfin la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Donc cette matinale a tout de même pour objectif d'être interactive, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à m'interpeller, si vous souhaitez plus de précision. Et donc, juste avant, je vais tout de même vous demander dans quel type d'entreprise vous travaillez. Donc, est-ce qu'il y a des salariés dans l'entreprise qui travaillent dans des entreprises de moins de 11 salariés? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord l'historique de la loi. Comme l'a indiqué à juste titre Michel tout à l'heure, cette loi est tout d'abord, donc loi dialogue social et emploi, est partie d'un échec des négociations entre les partenaires sociaux. Donc il y a eu des négociations sur un accord visant à améliorer la qualité et l'efficacité du dialogue social dans les entreprises et la représentation des salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui aboutit à un échec. Suite à cet échec, le gouvernement s'est emparé du sujet et a présenté un projet de loi le 22 avril 2015. Il y a eu, comme d'habitude, différents débats au Sénat, au Parlement, et cette loi a fait l'objet d'une lecture définitive le 23 juillet 2015, et il y a eu des députés de l'opposition qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour voir si les mesures qui étaient indiquées étaient conformes à la Constitution. Le 13 août 2015, le Conseil constitutionnel valide l'ensemble des dispositions de la loi Rebsamen, et cette loi est donc publiée le 18 août 2015 au journal officiel, donc la loi du 17 août 2015. Alors, comme je vous l'ai indiqué, nous allons voir la réforme des institutions représentatives du personnel avec l'élargissement de la délégation unique du personnel et l'intégration du CHSCT, donc dans les entreprises de moins de 300 salariés, dans une première partie. Seconde partie, la délégation unique du personnel conventionnel dans les entreprises de plus de 300 salariés, que l'on peut aussi appeler l'instance commune. Donc parfois j'indiquerai l'instance commune, parfois j'indiquerai la délégation unique du personnel conventionnel, mais c'est exactement la même chose. En troisième partie, nous verrons l'aménagement du fonctionnement du comité d'entreprise. Et en quatrième partie, la clarification des attributions du comité central d'entreprise et du comité d'établissement. En cinquième partie, l'aménagement du fonctionnement du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Et enfin, même s'il y a peu de personnes qui sont concernées, semble-t-il, dans la salle, la représentation universelle des salariés des TPE par les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Alors, quelles entreprises peuvent bénéficier de la nouvelle délégation unique du personnel? Donc, auparavant, la DUP, elle était ouverte aux entreprises de 50 à moins de 200 salariés. Elle pouvait regrouper uniquement les DP et le CE, donc les délégués du personnel et le comité d'entreprise, qui, eux, désignaient le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Désormais, avec la loi Rebsamen, la délégation unique du personnel est possible dans les entreprises de 50 à 299 salariés. Et la nouveauté est que cette délégation unique du personnel regroupe désormais le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette décision de mettre en place la délégation unique du personnel
est une décision de l'employeur, une décision exclusive de l'employeur. C'est-à-dire que les délégués du personnel, le CE et le CHSCT n'ont pas leur mot à dire dès lors que l'entreprise comporte 299 salariés, c'est-à-dire moins de 300 salariés. Donc, petite remarque, c'est que cette mesure, elle ouvre la délégation unique du personnel à 3000 entreprises supplémentaires couvrant plus de 600 000 salariés. Donc, ça aura un impact. Donc, j'ai pu voir qu'il y avait certaines personnes qui étaient en délégation unique du personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, le CHSCT donc, est intégré dans la DUP. Alors, à quel moment cette nouvelle DUP peut-elle être mise en place? Elle peut être mise en place lors des élections professionnelles, donc lors de la constitution du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ou du CHSCT, ou encore lors du renouvellement de l'une de ces institutions. Pour effectuer la mise en place donc, de cette délégation unique du personnel, l'employeur doit consulter les IRP, donc le CE, les DP et le CHSCT. Donc, à quel moment la nouvelle DUP peut-elle être mise en place? Donc, mise en place possible dès les prochaines élections, lors de la constitution des délégués du personnel du comité d'entreprise ou du CHSCT, ou lors du renouvellement de l'une de ces institutions. Et encore une fois, il faut l'avis des IRP, CE, DP ou CHSCT. Alors, est-ce que la durée des mandats des membres des DP, CE ou CHSCT peut être prorogée ou réduite? Donc, c'était la question de madame. Donc, la durée des mandats des DP, membres du CE et du CHSCT, peut être prorogée ou réduite dans la limite de 2 ans, afin que l'échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. Donc, je vous ai pris des exemples concrets. Donc, par exemple, si le renouvellement du CE et des DP est prévu le 15 décembre 2015, et que le renouvellement du CHSCT est prévu le 20 janvier 2016. L'employeur a une possibilité de mettre en place la délégation unique du personnel le 15 décembre 2015, ce qui entraîne de fait que les mandats des membres du CHSCT sont réduits. D'accord? Donc maintenant, si le renouvellement, un autre exemple, si le renouvellement du CHSCT est prévu le 15 décembre 2015 et le renouvellement des DP et CE le 10 novembre 2017, il y a une possibilité pour l'employeur de mettre en place la délégation unique du personnel le 15 décembre 2015. Et dans ce cas-là, ce sont les mandats des membres des DP et du CE qui sont réduits. Donc, il y a une possibilité de réduction ou de prorogation des mandats des élus. D'accord? Ensuite, donc, à quel niveau peut être mise en place la délégation unique du personnel? Donc, elle peut être mise en place au niveau de l'entreprise, au niveau de l'UES, ou aussi au niveau des établissements, lorsqu'il y a des établissements distincts. Donc, des exemples concrets. Si l'entreprise comprend plusieurs établissements au sens des délégués du personnel et ou du CHSCT, mais un seul au sens du comité d'entreprise, il n'y a qu'une délégation unique du personnel pour toute l'entreprise. D'accord? En revanche, si l'entreprise comprend plusieurs établissements au sens du comité d'entreprise, il y aura une délégation par établissement. C'est clair? Alors, comment se déroulent les élections de la délégation unique du personnel? Donc, ce sont des élections qui sont calquées sur celles du comité d'entreprise. La délégation unique du personnel est élue dans les conditions prévues pour les membres du comité d'entreprise. Donc, la loi ne prévoit pas de représentants syndical, comme c'est le cas pour l'instance commune dans les entreprises. Donc, c'est uniquement les représentants syndicaux, dans les entreprises de plus de 300 salariés. D'accord? Donc, aussi, une petite remarque, donc, lorsque vous avez dans votre entreprise plus de 25 ingénieurs ou cadres, dans ces cas-là, il faut la création d'un collège pour les ingénieurs et cadres, comme c'était le cas auparavant pour les élections lors du comité d'entreprise. Donc, dans la délégation unique du personnel, lorsque vous avez plus de 25 ingénieurs ou cadres, il faut la mise en place d'un collège spécifique pour les ingénieurs et cadres. D'accord ? Alors, quel est le nombre de délégués élus à la délégation unique du personnel? Donc, c'est un nombre de délégués qui est réduit. Donc, je vais vous lister le nombre de titulaires en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, dans les entreprises de 50 à 74 salariés, il y a 5 titulaires et 5 suppléants. Dans les entreprises de 75 à 99 salariés, 6 titulaires et 6 suppléants. Dans les entreprises de 100 à 124 salariés, 7 titulaires et 7 suppléants. 149 salariés, 8 titulaires et 8 suppléants. Dans les entreprises de 150 à 174 salariés, 9 titulaires et 9 suppléants.
dans les entreprises de 175 à 199 salariés, 10 titulaires, 10 suppléants. Dans les entreprises de 200 à 249 salariés, 11 titulaires, 11 suppléants. De 250 à 299 salariés, 12 titulaires et 12 suppléants. Donc, petite remarque, c'est que les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative. Il a été question à un moment donné, lors des débats parlementaires, que les membres suppléants aient une voix délibérative, mais c'est une voix consultative qu'ils ont, les membres suppléants. Ouais, il n'y a pas de changement, exactement. Alors, est-ce que le nombre de délégués peut être augmenté? Donc oui, il peut être augmenté par accord collectif. Donc cet accord doit être conclu entre les organisations syndicales qui doivent être invitées lors de la négociation du protocole préélectoral pour les élections des DP et du CE. Donc ce sont les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance légalement constituées depuis au moins 2 ans, celles reconnues représentatives dans l'entreprise, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Donc, est-ce que la nouvelle délégation unique du personnel a de nouvelles attributions? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nouvelle délégation unique du personnel a les attributions des anciennes IRP qui sont maintenues, donc CE, DP et CHSCT. Donc, dans le cadre de la DUP, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT conservent l'ensemble de leurs attributions. La loi reprend donc la même règle qu'auparavant pour l'ancienne délégation unique du personnel, pour les CE et les DP. Donc il y avait les CE, donc il y avait l'élection la réunion du comité d'entreprise et les délégués du personnel qui posaient leurs questions à l'employeur. D'accord. Donc, est-ce que tout de même cette délégation unique du personnel a un nouveau fonctionnement? Oui, dans la mesure où la DUP doit désigner un nouveau secrétaire et secrétaire adjoint. Donc, les conditions de désignation de ces secrétaires et secrétaires adjoints seront fixées prochainement par décret. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce secrétaire et ce secrétaire adjoint exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d'entreprise et celui du CHSCT. Donc, on a une délégation unique du personnel. Désormais, on a un secrétaire et un secrétaire adjoint. Et ce secrétaire adjoint, ils remplissent les fonctions de secrétaire du CE et de secrétaire du CHSCT. Donc, est-ce que le nombre de réunions a été réduit? Clairement, oui. La délégation unique du personnel est réunie au moins une fois tous les 2 mois sur convocation de l'employeur. Il y a au moins 4 de ces réunions annuelles qui portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du CHSCT. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que la délégation unique du personnel se réunissait 1 fois par mois et le CHSCT 4 fois par an minimum. Et désormais, c'est une réunion tous les 2 mois de la délégation unique du personnel et au moins 4 réunions du CHSCT par an. Donc, et désormais, il n'y aura plus qu'une seule réunion des DP et du CE et non 2, l'une à la suite de l'autre, comme c'était le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la délégation unique du personnel, on faisait une première réunion CE, on faisait une petite pause café, et ensuite une réunion pour les délégués du personnel. Désormais, il n'y a pas de pause, c'est exactement, enfin on peut faire une pause naturellement, mais c'est la même réunion, DP, CE, CHSCT, on fait tout ensemble, et on le verra ensuite pour l'instance commune, c'est exactement le même principe. Alors, comment est réalisé l'ordre du jour de la nouvelle délégation unique du personnel? Et ça, c'est plus pour la transmission. Voilà. Alors, il y a un ordre du jour qui est unique. Donc, il est établi par l'employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel, donc comme c'était le cas auparavant. Petit point, donc les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. Donc, s'il y a une consultation qui est obligatoire, inscrite de plein droit à l'ordre du jour. Et l'ordre du jour est désormais, dans le cadre de la délégation unique du personnel, encore une fois, il est communiqué au moins 8 jours avant la séance. Donc ça a été un mélange, un mix des délais de communication de l'ordre du jour du CE, donc qui est 3 jours avant la réunion, et du CHSCT 15 jours avant la réunion. Donc 8 jours, c'est le nouveau délai pour la délégation unique du personnel.
D'accord? Alors, comment a lieu l'expertise portant à la fois sur une question relevant du CE et du CHSCT? Donc, il y a une possibilité d'expertise commune au CE et au CHSCT. Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du CE et du CHSCT, la DUP a recours à une expertise unique. Juste petite précision, donc pour le comité d'entreprise, il faut qu'il s'agisse d'un expert comptable et pour le CHSCT d'un expert agréé, comme c'est le cas actuellement. Donc il n'y a pas de modification à ce niveau-là. On ne se décrète pas expert, donc il faut que ce soit un expert agréé pour le CHSCT et pour le CE, il faut que ce soit un expert comptable. Alors, les nouveaux créditeurs, donc ils ont été réduits, ça c'est une certitude. Je parle encore dans le cadre de la délégation unique du personnel. Donc, désormais, c'est 13 heures dans les entreprises de 50 à 74 salariés. C'est 14 heures dans les entreprises de 75 à 99 salariés, 15 heures dans les entreprises de 100 à 124 salariés, 17 heures dans les entreprises de 125 à 149 salariés, 18 heures dans les entreprises de 150 à 174 salariés et 19 heures dans les entreprises de 175 à 299 salariés. Donc, est-ce que le crédit d'heure des membres de la délégation unique du personnel est annualisable? Donc la réponse est oui, donc il s'agit d'heures de délégation qui sont annualisables et fongibles dans certaines limites. Donc le crédit d'heure mensuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. La limite que je viens d'indiquer, c'est qu'un membre ne peut pas disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heure dont il bénéficie. Exemple. Donc un délégué disposant de 14 heures mensuelles, donc pour les entreprises de 75 à 99 salariés, pourra prendre jusqu'à 21 heures de délégation au cours d'un mois. 14, une fois et demie, 21 heures. Alors, est-il possible de répartir le crédit d'heure? Donc oui, donc, comme je vous l'ai indiqué, il y a une répartition qui est possible du crédit d'heure. Donc les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heure de délégation dont ils disposent. Il y a un préalable à cela, c'est qu'il faut une information obligatoire de l'employeur. Et la limite, encore une fois, c'est qu'un membre ne peut pas disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heure dont un membre titulaire bénéficie. Et encore, il y a une possibilité d'amélioration du crédit d'heure par accord de branche ou d'entreprise. Donc n'hésitez pas à négocier sur ce thème avec l'employeur si vous êtes dans le cadre d'une délégation unique du personnel. D'accord? Donc, est-il possible de supprimer la délégation unique du personnel? Je parle délégation unique du personnel, nouvelle version. Donc, il est possible de la supprimer en cas d'augmentation des effectifs de l'entreprise, en cas de réduction des effectifs de l'entreprise et par décision unilatérale de l'employeur. Alors, nous allons voir tout d'abord la suppression de la délégation par décision unilatérale de l'employeur. Donc après avis de la délégation unique, l'employeur peut décider de ne pas renouveler à l'échéance du mandat de ses membres. Il peut décider de ne pas renouveler la délégation unique du personnel dès lors que les mandats des représentants arrivent à leur fin. Dans ce cas-là, l'employeur procède sans délai à l'organisation de l'élection, donc des membres du comité d'entreprise, délégués du personnel, qui, eux, par la suite, réaliseront la désignation des membres du CHSCT. Cela étant, le mandat des membres de la délégation unique du personnel est le cas échéant prorogé jusqu'à la mise en place de ces institutions. Donc, par exemple, ils décident de supprimer, de ne pas renouveler la délégation unique du personnel. Les mandats, ils arrivent à échéance le 15 octobre. Il doit organiser donc dans le mois les prochaines élections, du 15 octobre au 15 novembre par exemple. Il peut continuer les réunions des DP, du CE, du CHSCT. Il y a une prorogation des mandats des représentants. Lorsque l'effectif passe sous le seuil de 50 salariés, les délégués du personnel cessent de plein droit d'exercer les attributions du comité d'entreprise et des membres du CHSCT. D'accord ? Les délégués du personnel exercent alors leurs attributions propres jusqu'au terme de leur mandat si l'effectif reste au moins égal à 11 salariés. Lorsque l'effectif de 50 salariés n'a pas été atteint pendant 24 mois consécutifs ou non au cours des 3 dernières années, précédant la date du renouvellement de la délégation unique du personnel, l'employeur peut la supprimer.
Donc les cas de suppression de la délégation unique du personnel lorsqu'il y a une diminution de l'effectif de l'entreprise. Donc si l'effectif de l'entreprise est plus de 300 salariés, la délégation unique du personnel n'a plus lieu d'être. Alors, voilà, ça c'est la question que... Donc, les entreprises déjà dotées des délégations uniques du personnel avant le 19 août 2015. Comme je l'indiquais tout à l'heure, les délégations uniques du personnel, ancienne version, donc celles regroupant le CE et les délégués du personnel, peuvent être maintenues en l'état pendant au maximum 2 cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours. Néanmoins, l'employeur a une obligation qui est celle de consulter la délégation unique du personnel avant de prendre sa décision. C'est simplement une consultation. Si, peu importe l'avis de la délégation unique du personnel, l'employeur il peut faire ce qu'il veut. C'est un simple avis. À l'issue de la période, 2 options pour l'employeur. Soit mettre en place sans délai une délégation unique du personnel nouvelle version, donc CE, DP, CHSCT, soit procéder aux élections des DP et des membres du CE et la désignation des membres du CHSCT par le collège désignatif CE et DP. Disons par exemple, on prend une entreprise de 75 à 99 salariés. Il y a 6 titulaires, 6 suppléants. D'accord On attend les décrets d'application, premièrement. Deuxièmement, il y aura 6 titulaires, 6 suppléants de la DUP. Ensuite, pour le CHSCT, ce sera au moment... Enfin, on est vraiment en attente de clarification, mais clairement, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'au total, in fine, ils seront 6 titulaires, 6 suppléants. Mais on est en attente des décrets d'application. Donc, nous allons voir dans cette seconde partie l'instance commune. Donc, l'instance commune, instance commune ou délégation unique du personnel conventionnel, peut être mise en place dans les entreprises de plus de 300 salariés. Et il y a une possibilité donc de regrouper dans le cadre de cette instance les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le CHSCT. Donc, je vous ai indiqué précédemment que dans le cadre de la délégation unique du personnel des entreprises de moins de 300 salariés, il n'était pas possible de regrouper les différentes instances, qu'il était possible de regrouper les différentes instances pour l'employeur, mais que c'était CE, DP, CHSCT et qu'il n'était pas possible de faire son marché. C'est-à-dire de mettre uniquement les DP et le CE ou mettre les CE et le CHSCT. Avec l'instance commune, donc dans les entreprises de plus de 300 salariés, il est possible de regrouper uniquement 2 des instances représentatives du personnel. Donc il est possible de regrouper soit les DP plus le comité d'entreprise, le comité d'entreprise plus le CHSCT, les délégués du personnel plus comité d'entreprise, le comité d'entreprise plus le CHSCT, les délégués du personnel plus le CHSCT et les DP, CE plus CHSCT. Donc, dans cette instance, il est possible de regrouper les trois institutions. Alors, comment est-ce qu'elle est mise en place, cette instance commune? Elle est mise en place par un accord collectif majoritaire. Donc, qu'est-ce qu'est un accord collectif majoritaire? C'est un accord collectif qui est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant eu plus de 50% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accord à majorité renforcée dans la mesure où le gouvernement a estimé qu'il s'agissait d'un caractère sensible dû à son impact important sur la vie de l'entreprise. Donc, petit rappel, les accords à majorité renforcée sont obligatoires dans les accords de maintien de l'emploi, les accords sur les plans de sauvegarde de l'entreprise et les accords dérogatoires sur les négociations annuelles obligatoires. Normalement, un accord collectif, pour qu'il soit valable, il faut qu'il ait recueilli 30% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, 30% des organisations, 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition des syndicats ayant recueilli la majorité des suffrages à ces élections. Donc, à quel moment a lieu la mise en place de l'instance commune? Donc, l'instance commune est mise en place lors de la constitution des DP, du CE ou du CHSCT, ou lors du renouvellement de l'une de ces institutions. L'accord créant la délégation unique du personnel conventionnel, ou instance commune, peut prévoir la prorogation ou la réduction de la durée des mandats des membres des institutions regroupées.
de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance. Petite remarque, normalement, les mandats des comités d'entreprise, des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel sont de 4 ans, sauf accord collectif qui prévoit d'autres durées. Donc normalement, c'est 4 ans. Donc lorsqu'il y a uniquement le CE et, le DP et les DP qui sont regroupés dans l'instance commune, il n'est pas nécessaire de proroger ou de réduire les mandats dans la mesure où leur mandat est de 4 ans. Donc CE et délégués du personnel, les élections ont lieu en même temps. Ce sera plus problématique pour les CHSCT dans la mesure où la durée de leur ancien mandat était de 2 ans. D'accord ? Donc, comment peut être mise en place l'instance commune dans une entreprise comprenant plusieurs établissements? Donc, l'instance commune peut être mise en place au niveau d'un ou plusieurs établissements. Et lorsqu'elle est mise en place dans le cadre d'un établissement, c'est selon les modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements. Donc, il est possible d'avoir différents établissements et dans un établissement, par exemple, regrouper le CE et les DP, dans un autre établissement, regrouper le CE et le CHSCT, et dans un autre établissement, regrouper les DP et le CHSCT, et si on a un quatrième établissement, regrouper CE, DP et CHSCT. Donc on fait vraiment son marché. Enfin, là, ce n'est pas sur décision unilatérale de l'employeur, c'est via accord collectif majoritaire. Donc vous avez votre mot à dire clairement, vu que si vous souhaitez mettre si l'employeur souhaite mettre en place une instance commune, il est possible ça se réalise via un accord collectif majoritaire. Est-ce que c'est clair ce point-là? Oui? Alors, en l'absence d'accord d'entreprise, est-il possible de mettre en place une instance commune? Donc, on est dans une entreprise, il y a des établissements, mais au niveau de l'entreprise, l'employeur n'a pas trouvé d'accord majoritaire avec les organisations syndicales. En tout cas, il n'a pas obtenu les 50% au niveau de l'entreprise pour cet accord. Donc, est-ce que l'employeur peut mettre en place une instance commune au niveau des établissements? La réponse est oui. Il peut mettre en place une instance commune au niveau des établissements et dans ce cas-là, la majorité renforcée est appréciée au niveau de l'établissement. Donc, on a une société A avec des établissements 1, 2, 3. Il souhaite mettre en place il n'a pas pu mettre en place une instance commune dans l'entreprise A. Il peut mettre en place une instance commune dans l'entreprise 3, par exemple, si dans l'établissement 3, si dans cet établissement, il est signé un accord d'établissement avec les organisations syndicales qui ont recueilli 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il y a des élections professionnelles. Dans le cadre de ces élections professionnelles, au premier tour, les organisations syndicales, premier tour des élections, donc au comité d'entreprise, les organisations syndicales peuvent présenter, et j'ai même envie de dire doivent présenter, des représentants du personnel au premier tour des élections. C'est à ce moment-là qu'est appréciée la représentativité des syndicats. Donc, normalement, donc la représentativité pour que soit signé un accord collectif d'entreprise. Donc dans une entreprise, pour qu'un accord collectif soit valable, il faut qu'il soit signé par des organisations syndicales qui ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés aux dernières élections et que cet accord collectif n'ait pas fait l'objet d'une opposition de plus de 50% des suffrages, d'organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés. Donc 30% pour signer et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition de plus de 50% d'organisations syndicales représentatives. D'accord ? Là, compte tenu du fait que la mise en place d'une instance commune est quand même un sujet important, un sujet sensible et qui aura un impact sur la vie de l'entreprise, le législateur a prévu que ces accords collectifs pour la mise en place d'une instance commune ne doit pas recueillir uniquement 30%, mais il doit recueillir 50% des suffrages. C'est exactement ça que j'appelle la majorité renforcée. Et je rappelais que la majorité renforcée
n'était exigé jusqu'à présent que dans 3 cas, donc les accords de maintien dans l'emploi, les accords pour la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et enfin les accords dérogatoires aux négociations, des négociations annuelles obligatoires. Donc il faut vraiment que les syndicats soient représentatifs, donc il faut qu'il y en ait au moins 50% pour que la mise en place de l'instance commune soit possible dans l'entreprise. Et ce que j'indiquais par la suite, c'était que si l'employeur n'a pas obtenu les 50% dans le cadre de l'entreprise, s'il y a des établissements au sens du comité d'entreprise dans l'entreprise, il est possible pour l'employeur de signer un accord d'établissement avec les organisations syndicales représentatives, et il faut qu'elles aient obtenu au niveau de l'établissement plus de 50%. Donc c'est vraiment l'instance commune, on fait son petit marché, on fait vraiment son petit marché. Si ce n'est pas possible au niveau de l'entreprise, on va au niveau de l'établissement, et au niveau de l'entreprise, on peut faire CEDP, CE-CHSCT ou CEDP-CHSCT ou DP-CHSCT, et voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Enfin, l'employeur, dès lors qu'il a un accord collectif majoritaire, il peut mettre en place cette instance commune. C'est dans une entreprise où il y a déjà des DP, des CE, des CHSCT. À la fin du mandat du CE, il est possible de mettre en place une instance commune. À la fin du mandat des délégués du personnel, il est possible de mettre une instance commune. À la fin du mandat des membres du CHSCT, il est possible de mettre en place une instance commune. Il est possible de proroger ou de réduire la durée des mandats, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour la délégation unique du personnel. La question qui m'est posée est celle de savoir si à chaque fois, lors des prochaines élections, il est possible de mettre une instance commune dans des configurations différentes. La réponse est oui, il est possible d'avoir une configuration différente, à savoir si auparavant vous aviez par exemple lors de l'instance commune que le CE et les DP, d'intégrer lors du renouvellement des mandats des membres du personnel, CE, DP et CHSCT. À chaque élection, il est possible de rebattre les cartes. Alors, est-ce qu'il peut être mis en place une instance commune dans les entreprises appartenant à une UES, une unité économique et sociale? Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans le cadre d'une UES parmi vous. Donc, l'instance commune peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins 300 salariés, quels que soient les effectifs des entités. Donc l'accord créant l'instance est alors conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'UES. Dans le dernier cas, si l'instance est conclue au niveau de l'UES, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages exprimés dans l'ensemble des entreprises. Alors, est-ce que l'instance commune est dotée de la personnalité civile? Donc, si dans l'instance commune, il y a l'intégration du comité d'entreprise, donc comme je l'ai indiqué, il est possible de faire CEDP ou CEDP-CHSCT ou CE-CHSCT. Donc, dans ce cas-là, compte tenu du fait que le comité d'entreprise bénéficie de la personnalité civile, l'instance commune bénéficie de la personnalité civile et gère un patrimoine, le patrimoine du CE. D'accord ? Donc, qui assiste aux réunions de l'instance commune? Donc, les représentants du personnel titulaires et suppléants, élus à l'instance commune. Ce nombre de représentants est fixé par l'accord d'entreprise ou d'établissement qui l'a créé. Ce nombre ne peut pas être inférieur au seuil fixé par décret. Il y a aussi les représentants syndicaux au comité d'entreprise ou comité d'établissement qui assistent aux réunions de la délégation unique du personnel conventionnel instance commune dès lors qu'elle regroupe le comité d'entreprise. Et enfin, lorsqu'il y a, dans le cadre de l'instance commune, le CHSCT, les personnes assistant avec voix consultative aux réunions du CHSCT, donc le médecin du travail, le responsable de la sécurité, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et l'inspecteur du travail, je ne sais pas si je l'avais indiqué, et en tout état de cause, l'inspecteur du travail doit être informé de la tenue de cette réunion. Donc, comment se déroulent les élections de l'instance commune? Donc, les élections sont calquées selon le cas sur celles du CE ou des DP. Donc, si elle intègre le CE, donc CE, DP, CHSCT ou que CE, CHSCT, c'est les règles des élections du CE qui s'appliquent. Si l'instance commune regroupe DP, CHSCT,
voilà, DP et CHSCT, c'est les règles des élections des délégués du personnel qui s'appliquent. Alors, comment sont déterminées les conditions de fonctionnement de l'instance commune? Donc, les règles de fonctionnement, quelle que soit la configuration de l'instance, sont déterminées par accord collectif. Donc, l'accord collectif majoritaire qui met en place l'instance commune. Donc, qui fixe le nombre minimal de réunions, au moins égal à une réunion tous les 2 mois, les modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué, le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants, et enfin le nombre d'heures de délégation et de formation. Donc, est-ce que l'accord collectif doit comprendre des dispositions particulières lorsque l'instance commune inclut le CHSCT? La réponse est oui. Lorsque l'instance commune intègre le CHSCT, il doit être créé une instance qui s'appelle une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc c'est le CHSCT qui lui délègue tout ou partie de ses attributions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette instance, cette commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se voir déléguer des prérogatives ou ne pas se voir déléguer des prérogatives. Dans tout état de cause, elle doit être créée. Donc, création obligatoire d'une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En outre, l'accord collectif doit fixer un nombre minimal de réunions de l'instance consacrée au CHSCT qui doit être égal à au moins 4 réunions par an, les réunions trimestrielles du CHSCT. Alors, quelles sont les commissions de la délégation unique du personnel conventionnel, de l'instance commune? Donc, l'accord collectif créant l'instance commune peut prévoir, j'ai bien dit peut prévoir, une commission économique, une commission de la formation, une commission d'information et d'aide au logement des salariés et une commission de l'égalité professionnelle. En revanche, il y a une mise en place obligatoire d'une commission des marchés dès lors que l'instance commune remplit les critères définissant les grands comités d'entreprise en fonction du seuil du nombre de salariés du CE, pas de l'entreprise, du comité d'entreprise, de ses ressources annuelles et de son bilan total. En l'absence de stipulation sur les conditions de fonctionnement de la délégation unique du personnel conventionnel dans l'accord, comment sont déterminées les règles de fonctionnement? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un décret en Conseil d'État qui est en attente de publication, qui fixera le nombre de représentants, le nombre de jours de formation et le nombre d'heures de délégation. Donc, s'il n'y a pas d'accord collectif, c'est le décret qui le fixera. Et en l'absence de décret, c'est la loi. Et dans ces cas-là, on retombe sur les règles habituelles de fonctionnement du CE et du CHSCT. Donc, pour le CHSCT, sur la présidence, les décisions et résolutions du CHSCT, les modalités d'utilisation des ordres de délégation, l'ordre du jour, les informations et moyens du CHSCT, secret professionnel, obligation de discrétion, expertise et régime du temps de formation des membres du CHSCT. Donc en fait, c'est clairement la loi qui s'applique. Pour le CE aussi, c'est les règles, donc si on n'a pas d'accord collectif, c'est par décret. Si en l'attente de décret, c'est les règles légales qui s'appliquent pour les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise. Alors, comment est supprimée l'instance commune? Donc, cette instance commune prend fin lors de la dénonciation de l'accord d'entreprise ou d'établissement créant l'instance commune qui prend effet dès la fin du préavis de 3 mois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, lorsqu'il y a la dénonciation d'un accord, il y a le délai de préavis de 3 mois et ensuite il y a un maintien provisoire durant 1 an. Là, on fait le préavis de 3 mois et l'instance commune disparaît. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle disparaît? Dans ces cas-là, l'employeur doit soit mettre en place, organiser de nouvelles élections, CE, DP, CHSCT, et dans ce cas-là, le mandat des membres de l'instance est prorogé jusqu'à la date de la mise en place de ces institutions. D'accord? Donc, on a vu la délégation unique du personnel. On vient de voir l'instance commune. Désormais, on va voir l'aménagement du fonctionnement du comité d'entreprise. Donc, avec les nouvelles règles comme la fréquence des réunions ou encore
l'obligation de désigner un secrétaire, secrétaire adjoint. Donc depuis le 19 août 2015, le CE doit se réunir tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés contre 150 auparavant. D'accord? Et tous les mois dans les entreprises d'au moins 300 salariés contre 150 auparavant. Donc, ce seuil de 300 salariés est considéré franchi lorsque l'effectif de l'entreprise le dépasse pendant les 12 derniers mois. Enfin, l'article L2325-14-1 du Code du travail précise qu'à compter du franchissement de ce seuil, l'employeur dispose d'un délai d'1 an pour se conformer à ses obligations d'information. Donc on a une entreprise qui a plus de 300 salariés, l'employeur dispose d'un délai d'1 an pour réaliser les réunions tous les mois. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est la loi Rebsamen. Alors, est-il possible pour l'employeur de tenir des réunions communes? Donc en fait, moi je vous ai parlé de la délégation unique du personnel, je vous ai ensuite parlé de l'instance commune, mais est-ce que l'employeur aussi, il a la possibilité de réaliser une réunion du comité d'entreprise et du CHSCT? Est-ce que c'est possible? Donc désormais, il y a la possibilité pour l'employeur d'organiser des réunions communes de plusieurs des IRP ainsi que de l'instance de coordination des CHSCT lorsqu'un projet nécessite leur information ou consultation. Les règles de composition et de fonctionnement de chaque instance doivent être respectées. L'ordre du jour de cette réunion doit être communiqué au moins 8 jours avant la séance aux membres des différentes institutions réunies. Donc 8 jours. Oui, non, ben, voilà. Mais là, CHSCT, c'est 15 jours, en effet. Mais là, je parle d'une réunion commune, par exemple CHSCT et comité d'entreprise. L'employeur a cette possibilité d'organiser ce type de réunion dès lors que les sujets sont connexes, en fait. Et ben, qu'est-ce qui se passe là, en l'occurrence, pour cette réunion, l'ordre du jour doit être communiqué dans les 8 jours. 8 jours avant la réunion. Donc un délai plus court, un délai plus restreint. D'accord? Si un avis est requis, chaque instance doit le rendre selon ses propres règles pour qu'il soit valablement recueilli. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'il y a le CE et le CHSCT, le CE vote dans un premier temps et le CHSCT vote dans un second temps. Donc l'employeur peut utiliser la visioconférence pour la tenue de ces réunions. On va voir que l'employeur désormais peut utiliser la visioconférence dans le cadre de différentes réunions. Donc il peut recourir à la visioconférence pour réunir le CE 3 fois par année civile, donc 3 fois dans l'année, du 1er janvier au 31 décembre, et il peut négocier un accord entre les membres du CE s'il souhaite réaliser plus de réunions via visioconférence. Et parce que je pense qu'il y aura des questions, donc un décret déterminera les conditions dans lesquelles le comité pourra, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret, en attente du décret donc. D'accord? Donc l'employeur peut aussi recourir à la visioconférence dans le cadre des réunions du comité central d'entreprise, donc accord entre l'employeur et les membres du CCE, du comité de groupe, donc accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité de groupe, du comité d'entreprise européen, accord entre chefs d'entreprise et les représentants du personnel siégeant au comité, du CHSCT, accord éventuel du chef, du président du CHSCT et des membres du CHSCT, et même il peut même recourir à la visioconférence dans le cadre de l'instance de coordination des CHSCT. Alors, est-il possible de recourir à l'enregistrement des séances du CE? Donc, la réponse est oui, même si c'était déjà possible auparavant. De recourir à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du CE, il s'agit désormais d'une, je ne vais pas dire régularisation, mais d'une possibilité qui est désormais prévue par la loi. Auparavant, il y avait certaines cours d'appel, notamment celle de Paris, qui avaient indiqué qu'il était possible d'enregistrer les délibérations du CE lorsque cela résultait d'un usage ou d'une décision de la majorité du comité. Donc désormais, vous avez le droit, et c'est prévu par la loi, de recourir à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du CE. Est-ce que la transmission des PV du CE est désormais encadrée dans des temps? Donc les délibérations du CE sont toujours consignées dans les procès-verbaux établis par le secrétaire du CE.
Donc la rédaction du procès-verbal revient au secrétaire du CE et non à l'employeur. Il est bon de le rappeler. Et la transmission du PV s'effectuera dans un délai selon des modalités qui seront fixées par l'accord fixant... Transmission du PV dans un délai selon les modalités fixées par l'accord fixant les délais ou à défaut par décret. À l'issue du délai, le PV est transmis à l'employeur qui fait connaître sa décision, qui fait connaître ses commentaires lors de la prochaine réunion. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe? Il y aura des délais qui seront fixés par accord ou par décret. Le secrétaire du CE l'envoie à l'employeur et l'employeur indiquera ses commentaires lors de la prochaine réunion. Parce que, semble-t-il, parfois, il y avait certains procès-verbaux qui mettaient du temps à arriver. Donc maintenant, ce qu'on veut, ce que la loi Rebsamen veut, c'est vraiment simplifier, raccourcir les délais. Ce qui met quand même une petite pression sur les différents secrétaires qui ont leur charge de travail et la rédaction des procès-verbaux. Donc, en l'absence d'accord, les CE devront s'assurer que leurs règlements intérieurs sont conformes au délai d'établissement des PV fixés par décret. À titre d'exemple, il y a certaines entreprises qui ont des règlements intérieurs qui prévoient, je ne sais pas, la rédaction de leur procès-verbal dans les 2 mois, par exemple. Et en fonction des délais qui seront déterminés par décret, il faudra vous assurer que votre règlement intérieur est conforme au décret. Et en toute hypothèse, ce sera le décret qui est une norme supérieure et qui devra s'appliquer. Alors, qui négocie les délais de consultation du CE? Avant la loi Rebsamen, les délais impartis au CE pour rendre un avis étaient négociés avec le comité d'entreprise. Désormais, les délais impartis au CE sont négociés avec les délégués syndicaux. D'accord? Ce n'est qu'à défaut de délégué syndical que ces délais sont négociés avec le comité d'entreprise. Dans tous les cas, à défaut d'accord, ces délais continuent d'être fixés par décret. C'est clair ça ou pas? Les délais, auparavant, ils étaient négociés avec les membres du CE. Désormais, c'est avec les délégués syndicaux. S'il n'y a pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, c'est avec le comité d'entreprise. Et si c'est s'il n'y a pas de délai qui a été négocié avec les membres du CE, dans ces cas-là, c'est fixé par décret. Alors, quelles sont les commissions obligatoires au comité d'entreprise? Là, je parle du comité d'entreprise. Tout à l'heure, je parlais de l'instance commune. Là, je parle bien du comité d'entreprise. Auparavant, il y avait 2 commissions qui étaient obligatoires lorsque l'entreprise comprenait plus de 200 salariés. Il y avait la commission formation et égalité professionnelle. Désormais, à partir de 300 salariés, donc déjà on change de seuil, apparemment c'était 200, maintenant c'est 300, il y a les commissions formation, égalité professionnelle et logement. Enfin, dans les entreprises de plus de 1000 salariés, il y a les commissions économiques. Alors, on a vu la délégation unique du personnel dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'instance commune dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'aménagement du fonctionnement du CE, du comité d'entreprise. Maintenant, nous allons voir l'articulation entre des attributions du comité central d'entreprise et du comité d'établissement. Donc, quelle est l'articulation des consultations entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement? Les consultations du comité central d'entreprise continuent d'exercer les attributions économiques concernant la marche générale de l'entreprise et excédant les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. La loi ajoute que le comité central d'entreprise est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise, donc qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Cet avis est transmis par tout moyen au comité d'établissement. Le comité central d'entreprise est consulté lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui font ultérieurement l'objet d'une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. Consultation ultérieure du comité d'établissement n'est donc pas exclue. Par exemple, il s'agit de l'hypothèse d'un projet d'acquisition ou de cession d'une entité économique autonome. Donc, comité central d'entreprise, et par la suite comité d'établissement s'ils sont concernés. D'accord? Donc, petite remarque, il s'agit d'une consécration jurisprudentielle.
dans la mesure où en janvier 1984, la Cour de cassation nous avait déjà indiqué que si la question intéresse l'ensemble de l'entreprise et n'implique aucune disposition particulière relevant des chefs d'établissement, seul le comité central d'entreprise est informé et consulté. Encore une fois, une consécration jurisprudentielle. Alors, qui négocie les délais de consultation du comité central d'entreprise? Donc, les délais de consultation du comité central d'entreprise étaient négociés auparavant, avant la loi Rebsamen, avec le comité central d'entreprise. Désormais, sauf disposition législative spéciale, les délais impartis au CCE sont négociés directement avec les délégués syndicaux dans le cadre d'un accord collectif. Ce n'est qu'à défaut de délégué syndical que ces délais sont négociés avec le CCE. Dans tous les cas, à défaut d'accord, ces délais continuent d'être fixés par décret. Et à l'expiration de ces délais, c'est la règle désormais, le CCE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. D'accord, donc vous voyez, les délégués syndicaux ont quand même un petit peu plus la main sur différentes négociations. Alors, quand doit être consulté les comités d'établissement? Le comité d'établissement continue d'avoir les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Là encore, il s'agit d'une consécration de la jurisprudence dans la mesure où la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé en 1981 que si la mesure est spécifique à l'établissement, le comité d'établissement est seul concerné. Alors, comment s'opère la double consultation entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement? Pour les sujets donnant lieu à la consultation à la fois du comité central d'entreprise et d'un ou plusieurs comités d'établissement, l'avis rendu par chaque comité d'établissement est transmis au comité central d'entreprise dans les délais fixés par décret. Qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie que le comité central d'entreprise se prononce en dernier. C'est d'abord les comités d'établissement et tout à la fin le comité central d'entreprise. D'accord? Alors, comment le comité d'entreprise peut être supprimé? Ah oui, petite nouveauté de la loi Rebsamen. Donc, vous savez, auparavant, lorsque vous souhaitiez mettre fin à un comité d'entreprise, il fallait un accord qui était subordonné à une décision administrative. Désormais, l'employeur peut supprimer le comité d'entreprise lorsque l'effectif de 50 salariés n'a pas été atteint pendant 24 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédant la date de renouvellement du CE. La question est celle de savoir quels sont les délais de transmission des documents aux membres du CE et du CHSCT ou de la réunion commune lorsque l'employeur souhaite réunir le CE et le CHSCT lorsque les sujets sont connexes. Donc moi, ce que je vous ai indiqué, c'est que lorsqu'il n'y a que le CHSCT, c'est 15 jours. C'est 15 jours de transmission de l'ordre du jour et des documents. Si c'est le CE, c'est 3 jours. Donc là, je ne parle pas de regroupement pour une réunion. Si on regroupe ces 2 institutions provisoirement lorsque les sujets sont connexes, c'est 8 jours. Donc 8 jours, sinon les délais sont. Il n'y a pas de délai de transmission. Enfin, voilà. Lorsqu'on communique le procès, l'ordre du jour, il faut qu'il y ait les documents qui soient attachés et voilà, c'est les délais que je viens de vous indiquer. Donc, à quel moment doit être mis en place le CHSCT? Donc, tous les salariés des entreprises d'au moins 50 salariés doivent être couverts par un CHSCT. Petit rappel, jusqu'à présent, le Code du travail n'imposait la mise en place d'un CHSCT que dans les établissements d'au moins 50 salariés. En pratique, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des salariés qui travaillaient dans un établissement de 30 salariés, en tout cas inférieur à 50 salariés, et qui n'étaient donc pas couverts par un CHSCT. Désormais, avec la loi Rebsamen, lorsque l'entreprise est constituée d'établissements de moins de 50 salariés, un CHSCT doit être mis en place. Et lorsque nous sommes dans une entreprise, par exemple dans un établissement de 35 salariés, l'employeur a l'obligation de mettre en place un CHSCT dans l'un des établissements, et cet établissement doit couvrir l'ensemble des salariés
du premier établissement et du second établissement. Donc, dans mon hypothèse 35-35, un CHSCT, disons 35-36, un CHSCT dans l'établissement de 36 salariés qui couvre aussi les salariés de l'établissement de 35 salariés. D'accord? Donc, je vous ai fait des exemples de mise en place de CHSCT. Donc, une entreprise de 149 salariés comportant un établissement A comptant 70 salariés et un établissement B en comptant 79. Chacun des établissements doit être doté d'un CHSCT. Autre exemple, une entreprise de 235 salariés composée de 3 établissements ayant respectivement 102 salariés dans l'entreprise A, 88 dans l'entreprise B et 45 salariés dans l'entreprise C, un CHSCT doit être mis en place dans les établissements A et B. Les salariés de l'établissement C doivent être rattachés à l'un ou l'autre de ces CHSCT. Est-ce que le CHSCT doit obligatoirement établir un règlement intérieur? Donc encore petite nouveauté de la loi Rebsamen. Auparavant, on savait qu'il y avait une obligation de règlement intérieur pour le comité d'entreprise. Désormais, c'est obligation de mettre en place un règlement intérieur pour le CHSCT qui détermine les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux. La loi Rebsamen clarifie cette disposition en prévoyant que l'instance de coordination des CHSCT est seule compétente pour désigner un expert. Lorsqu'elle existe, l'instance de coordination des CHSCT est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les CHSCT sont consultés seulement sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifique à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT, l'avis rendu par chaque CHSCT est transmis à l'instance de coordination dans les délais fixés par décret en Conseil d'État. L'instance de coordination est donc la dernière instance consultée, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, quels sont les délais de consultation du CHSCT et de l'instance de coordination des CHSCT? Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le CHSCT et l'instance temporaire des CHSCT disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer ultimement leur attribution en fonction de la nature et de l'importance des questions. Sauf disposition législative spéciale, ce délai est un délai préfixe convenu par accord collectif avec un délégué syndical. Donc encore une fois, la mainmise du délégué syndical sur la négociation des délais, ou en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CHSCT, ou l'instance de coordination du CHSCT. Ce délai ne peut pas être inférieur à 15 jours, et à défaut d'accord, ce délai est fixé par décret en Conseil d'État. Et donc, et pour terminer sur ce point-là, commission paritaire, voilà, la rémunération. Ah oui, et les membres de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ont accès aux locaux, mais uniquement sur autorisation de l'employeur. Donc, dit autrement.